Donc ça c'est le plan. Qu'est-ce que la plasticité cérébrale? Parce que je pense que c'est bien de clarifier les termes. Il va s'agir d'un tout petit peu de biologie, ici. Il n'y en aura pas énormément en soi. Et bon, c'est important de bien poser les choses, en fait. Sur quoi repose cette propriété du cerveau qu'on appelle plasticité, qu'on peut appeler aussi apprentissage. Ensuite, le reste, ça va tourner plutôt autour de liens entre musique, cerveau, musique, langage, musique, rééducation, donc musique et santé. Et je finirai par quelques points divers. Et je veux surtout garder du temps pour avoir une discussion avec vous tous ici, pour avoir les questions que ma présentation pourra soulever éventuellement, j'espère, ou d'autres auxquelles j'essaierai de répondre. Alors, qu'est-ce que la plasticité cérébrale? On peut essayer de simplifier ça avec deux règles. Okay? Une règle qu'on peut appeler le principe de la musique de chambre, et une autre qu'on peut appeler le principe du soliste. C'est un peu triste, le principe du soliste, enfin. Donc la règle est la suivante. S'il y a un neurone qui est actif, okay, le neurone c'est une cellule, le cerveau est composé par plein de cellules qu'on appelle les neurones. Donc s'il y a un neurone qui est actif, ça veut dire qu'il a une activité, okay, qui a envoyé un signal. Pip, comme ça. Au même temps, il va envoyer le signal à une autre cellule cible. Okay? Et cette cellule cible, elle va, elle aussi, s'activer pop, au même temps que l'autre, il fait pip, pop. Okay? Donc, à ces moments-là, il va y avoir un renforcement de la synapse. Okay? La synapse, c'est en fait ce qui permet de connecter les deux cellules. Et il va y avoir la conservation aussi de la synapse. Ça, c'est le principe de la musique de chambre. En gros, on va dire qu'ici, chacun de nous est un neurone maintenant. Faites les neurones. Poup. Ok, donc vous avez rigolé, donc vous avez répondu en même temps que ma provocation, on va dire. Donc moi, je dis quelque chose, le public rigole, et donc l'interaction, elle va continuer. Mais imaginons maintenant que moi, je pars tout seul. Je parle, rébarbatif. Hein. Et à un moment donné, je vois les têtes, boum, l'une après l'autre. Bon, s'il y en a quelques-unes, c'est pas si grave, ça peut toujours arriver, on peut être fatigué, on a fait la fête la veille. Mais si tout le monde s'endort, à un moment donné, moi je parle, je vais m'apercevoir qu'il n'y a plus personne qui m'écoute, et bien je vais partir aussi. Et donc il n'y aura plus de lien entre nous. Okay? Et ça, c'est, on va dire, c'est l'autre principe, le principe du soliste. C'est en gros, s'il y a un neurone qui est actif au même temps que la cellule cible, donc c'est vous les cellules cibles, moi je suis actif, et en fait le neurone il communique avec plein d'autres neurones. Okay? Il peut communiquer avec plusieurs milliers d'autres neurones. Et donc si ces neurones, ces cellules ne sont pas actives en même temps que le neurone, lui, il est actif, ben, le lien, il ne va pas se faire ou il ne va pas se maintenir, plutôt. Donc ça veut dire que l'existence d'une synapse elle dépend de son utilité. Il faut faire une petite prémisse que, en fait, au niveau de l'ontogénèse ça veut dire le développement de l'organisme, donc au niveau, dans le ventre de la mère, le bébé, il va y avoir une prolifération de neurones très importante qui va atteindre des pics incroyables de neurogénèse. Donc il y a des neurones qui vont se créer. Okay, les neurones ils vont se créer à certains endroits, ils vont migrer, ils vont aller à certains endroits qui vont être définis par des propriétés du système, par des protéines. Un peu comme si vous prenez l'autoroute, en fait, il y a des panneaux qui vous indiquent là c'est pour Lyon, là c'est Montpellier, etc. Donc il va y avoir des faisceaux. Mais cette neurogénèse, elle va s'arrêter en fait relativement tôt dans la croissance. Ça veut dire qu'elle va continuer jusqu'à la première année de vie. Et en réalité, après, elle s'arrête presque complètement. Il y a certaines parties du cerveau où la neurogénèse continue, des régions qu'on appelle l'hippocampe, par exemple, qui sont importantes pour la mémoire, mais elle est très limitée. Donc en fait, on a à la naissance, en gros, on peut dire qu'à peu de temps après la naissance, on a un nombre de neurones qui est défini. Et ça se joue là. Okay? Il n'y a plus de neurones, on peut dire comme ça, il y a très peu de neurones qui vont se créer. Donc, quelle est la marge du cerveau pour être plastique, pour apprendre les choses? C'est pas en créant de nouveaux neurones. Okay? Je ne peux pas dire j'ai envie de... Voilà, j'ai besoin de nouvelles ressources, je vais venir de nouveaux neurones. Non, ça ne marche pas comme ça.
la façon dont ça marche, c'est de créer des nouvelles connexions entre les neurones. Okay? Et ça, ces connexions, on appelle les synapses, et ils ont ces propriétés que je viens de décrire. Et donc, ce qui est important, c'est l'existence de la synapse dépend de son utilité, et qu'il y a un réarrangement tout au long de la vie. Donc c'est un événement qui se produit en cet instant même. Tout ce que vous avez appris depuis le début de ma conférence, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est grâce à la réorganisation de vos synapses. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Donc, il y a un problème, c'est-à-dire qu'un neurone, il y a un seul axone, donc il a une seule voie principale pour se connecter au reste du monde. Et donc, ce qu'il va faire, lui, il va créer de nouveaux branchements. J'ai une petite animation ici. Donc, vous avez un neurone, et hop, il va y avoir de nouveaux branchements. Donc, on augmente le branchement. Et en fait, un neurone, donc, il aura toujours un seul axone, mais plein de petites branches. C'est comme un arbre, il a un seul tronc et plein de branches. Et on peut arriver jusqu'à 6000 branches. Okay, c'est-à-dire qu'un neurone, il va pouvoir se connecter à 6000 autres neurones. Okay. Et comme on a 100 milliards de neurones, en gros, il faut calculer l'exponentielle de ça, okay, avec les 6000 possibles connexions. Donc ça, c'est gigantesque. Et en plus, il faut calculer aussi que cet exponentiel, il est une sous-estimation, parce que les connexions, elles peuvent changer. Donc vous avez un nombre monstrueux de possibles connexions, donc 5000 neurones qui peuvent se connecter à 6000, okay, chacun peut se connecter à 6000. Et ça peut changer dans le temps, et il peut y avoir des changements qui sont très rapides. Okay? Si je vous dis que, je ne sais pas, Perti est mort en 1982, voilà, je ne sais pas si c'est la bonne date, je ne m'en souviens pas, il ne s'en souvient pas non plus, 2 Italiens à la salle qui ne s'en souviennent pas, c'est terrible, nous avons oublié, mais vous avez appris peut-être une fausse information, okay? Et ça, c'est simplement grâce à un changement de la structure des connexions. Donc ces connexions, elles changent très rapidement. Ça, c'est juste pour vous dire que la capacité du cerveau à être plastique est extrêmement puissante, parce qu'on a au départ un nombre très important de neurones qui peuvent se connecter avec un nombre très important de neurones. Donc ça donne un nombre déjà de possibilités extraordinaires, et ça, c'est pas statique. Okay? Et ça change dans le temps. Okay? C'est même encore plus compliqué que ça, mais ça paraît déjà suffisamment compliqué. Donc, là, le message à prendre, c'est, on parle de plasticité, c'est la plasticité synaptique. Okay? Plasticité, c'est apprentissage. Okay? Donc, on parle de plasticité cérébrale chez les biologistes, et on parle d'apprentissage chez les psychologues. Mais en fait, c'est l'un et le pendant de l'autre. Okay? L'apprentissage engendre de la plasticité, et la plasticité permet l'apprentissage. Okay? Mais les deux sont la même chose. Et donc, dans tout ça, le musicien est un modèle qui est très intéressant. Il est intéressant pour la raison suivante. Essentiellement parce que le musicien commence assez jeune, en général, à jouer d'un instrument. Aussi, il travaille d'une manière assez intensive. Il y a une pratique formelle qui est assez standardisée. Et il existe des personnes aussi qui ne sont pas musiciens, sans avoir pour autant un déficit cognitif ou un trouble neurologique. Et aussi, la musique est quelque chose qui nécessite un nombre très important de compétences cognitives, ça on le verra un tout petit peu plus tard. Donc pourquoi tout ça c'est important? Parce que par exemple, imaginons, on s'intéresse à dire, mais qu'est-ce que ça fait en fait d'apprendre le langage? Okay? En quoi le fait d'apprendre une langue transforme nos cerveaux? Donc si on veut travailler sur le fait d'apprendre la langue maternelle, ça va être difficile, parce qu'avec qui on va se comparer? On va se comparer avec quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas de langue maternelle. Bon, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on va aller tout de suite chercher soit dans des déficits cognitifs, dans des troubles génétiques, de personnes qui ne parlent pas, pour une raison ou pour une autre. Donc on a déjà des différences très importantes avec ces gens-là qui ne nous permettent pas de nous comparer. Donc, on pourrait éventuellement travailler la différence induite par l'apprentissage d'une deuxième langue. Donc ça peut se faire. Comparer quelqu'un qui connaît 2, 3 ou 4 langues avec quelqu'un qui en connaît une seule.
Et le musicien, donc c'est un tout petit peu ça, c'est un peu comme comparer, en fait, prendre quelqu'un qui a une expertise un plus que les autres, sans pour autant être vraiment différent au départ. En tout cas, ça c'est l'hypothèse de travail. Il va y avoir des gens qui vont dire qu'il peut y avoir des différences au départ. Donc la chose la plus simple qu'on peut faire d'un point de vue des neurosciences, quand on pense à comparer les musiciens aux musiciens, c'est de s'intéresser d'une certaine manière au système sensorimoteur, okay, aux entrées ou aux sorties. On va dire, ah, le musicien a une bonne oreille, ah, le musicien a une dextérité incroyable, le violoniste. C'est ça qu'on va remarquer. Okay, c'est la première chose. Et souvent, en fait, la science, elle avance comme ça. Elle avance avec des idées simples au départ. Les scientifiques, c'est pas des êtres extraordinaires, hein, c'est des gens tout à fait normaux. Et donc, ils vont dire, ah, tiens, enfin, comparer musicien aux musicien, on a des techniques de neuroimagerie maintenant qui nous permettent de comparer les cerveaux des uns et des autres. Génial, donc on va voir, est-ce que le cortex moteur de musicien est différent par rapport au cortex moteur d'un musicien, sachant que le musicien, lui, il va avoir une pratique intensive des mains, par exemple, ici c'est le cas de pianiste ou de violoniste, et voir si cela modifie jusqu'à la forme du cerveau. Okay, donc c'est un peu fort. Et ça, c'est ce qui a été observé, effectivement, dans cette étude-là. Vous pourrez observer ici, en fait, un pli. Ah, je vais y arriver. Ah, doucement. Yes. Voilà. Donc ça, ce pli, on appelle ça le signe oméga inversé. J'aurais pu le montrer là, ça aurait été plus simple. C'est merveilleux. Et là, par exemple, on ne le voit pas. Ok. Il faut savoir que le cerveau est fait tout à fait à l'envers. Donc quand vous regardez, en fait, la partie droite, là c'est l'hémisphère droit, ici, parce qu'il y a à votre droite, en fait ça commande dans cette partie du corps. Ok, tout est croisé. Et la partie qui est à gauche, elle commande dans cette partie-là. Donc chez le violoniste, par exemple, qu'on observe ici, ça c'est le violoniste en bas, chez le violoniste, ben, ça va être le cortex moteur droit, qui sera très développé par rapport au cortex moteur gauche, qui lui, il pilote le bras de l'archet. Donc là, par rapport à l'air de la main, on va dire, si on s'intéresse à la main, vraiment, il n'y a pas besoin d'une sensibilité particulière. Chez le pianiste, par contre, ça va être les deux mains qui vont être très développées. Donc c'est ce qu'on observe sur cette image, en fait, c'est que ce signe oméga, chez le pianiste, ça c'est un exemple, hein, mais ça c'est juste pour donner un exemple, c'est un peu comme ça, si on fait des statistiques après, c'est qu'on va trouver ce signe oméga très marqué, de deux côtés chez le pianiste, et seulement d'un côté chez le violoniste, et bien moins marqué chez les gens qui ne jouent pas d'instrument. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un tout petit peu aussi l'idée de somatotopie, c'est-à-dire que les différentes parties du corps sont représentées à des endroits particuliers. Donc ici, on s'intéresse à un endroit qui représente l'air de la main. Donc il y a les neurones moteurs qui vont piloter en fait la main. Et donc on a une augmentation de synapses qui est tellement massive et importante, à l'échelle donc de millions et millions de synapses qui vont se créer, pour faire en sorte que le musicien, lui, puisse avoir la performance qu'il est censé avoir, donc faire plusieurs notes par seconde, des moments très précis. Et donc ces synapses, eh ben, ils vont prendre la place en fait. Parce que si on se connecte, voilà, en fait, ça prend quand même du volume, sur une échelle à des millions et des millions. Et donc ce volume, sur un crâne qui lui, il a un volume limité, vous avez deux solutions. Soit il y a une bosse qui va sortir de votre crâne, c'est la bosse des musiciens. Bon, ça j'en ai pas trop vu dans ma vie, des musiciens, des gens qui avaient une bosse. Enfin, ça serait plutôt les violonistes, là, voilà. Comme ça, j'en ai jamais vu. Et vous pouvez essayer d'observer. Soit, en fait, le cerveau, il a l'autre solution, c'est de se replier sur lui-même. Et donc, ce pli qu'on peut voir ici, en fait, ce sera le résultat d'un nombre très important, en fait, de nouvelles synapses qui sont formées. Donc ça, jusqu'à là, tout va bien. Et on peut dire, ok, très bien, les musiciens ont en fait un cortex moteur plus développé. Et on peut même l'observer in vivo, d'une certaine manière, c'est vivant, donc on passe une IRM, on fait un examen, ça c'est une IRM, on passe une IRM, on observe, il a le signe oméga, il est gros, son oméga il est petit, etc. Jusqu'à là tout va bien, on va pas très loin. On retrouve un peu, comme fait souvent la science, on va valider des hypothèses qu'on avait déjà au départ. Il faut bien que quelque chose ait changé dans le cerveau du musicien pour lui permettre de jouer si rapidement que ça. Hein, on est bien d'accord. Donc ensuite, on peut se poser des questions qui sont un peu plus poussées, c'est-à-dire la question de combien de temps ça prend. Ça intéresse souvent les étudiants, ça intéresse aussi les orthophonistes quand ils font de la rééducation. Et
combien de temps ça va prendre pour changer le cerveau de quelqu'un. Ça intéresse aussi les professeurs, s'ils ont un élève qui est un peu têtu. Est-ce que je vais y arriver à la fin d'année? Et en fait, bon, le cerveau, comme je vous ai dit, est très plastique. Donc on peut arriver à changer les représentations motrices en faisant tout simplement des exercices, 1 heure par jour de piano. Et à fur et à mesure des différents jours qu'on joue le piano, on voit là-haut, en fait, on a une représentation qui est de plus en plus importante de l'air de la main. Je vais vous passer les détails techniques de comment on obtient ces images, c'est un peu compliqué. Mais voilà, l'effet étant que cette plasticité peut avoir lieu très rapidement. Mais le problème, c'est que si on arrête, après, au bout de 5 jours de piano, et vous retestez 1 semaine après, vous ne voyez plus rien. Okay, donc, ce qui veut dire qu'en fait, le cerveau, il va utiliser, c'est comme je disais tout à l'heure, si c'est utile, on continue à causer. Hein. Si vous êtes là, je continue à parler, mais en fait, au bout d'un moment, voilà, si je fais 5 jours de ces jours, je parle pendant 5 minutes, et après vous vous endormez, j'arrête de parler, etc. Et après, il n'y aura plus de liens, et les liens, c'est ce qu'ils font effectivement cette partie d'apprentissage, qui fera qu'il faut une pratique intensive d'un certain nombre d'années, et ça, on le verra sur une diapositive suivante, c'est une des questions qui sont très importantes en neurosciences. Donc, mais là, déjà, on voit qu'il y a des différences au niveau de la morphologie. On peut déjà voir le début de ces différences en très peu de temps, avec quelques heures de travail. On peut déjà observer ça, donc c'est déjà très bien. Et là, je vais vous présenter aussi l'autre exemple. Là, c'était sur la sortie, c'est le système moteur. Et l'autre chose un peu banale à regarder chez les musiciens, c'est de dire, ah oui, les musiciens ont une oreille meilleure que les non-musiciens. Et donc là, on va s'intéresser à une petite structure, en fait, qui s'appelle le colliculus. Colliculus inférieur qui est dans le tronc cérébral, donc on n'est pas dans le cortex, on est avant le cortex. Et le colliculus, lui, traite l'information auditive. Donc il y a la cochlée, un certain nombre de noyaux, de relais, et le colliculus avant d'arriver au cortex. Pas très important. Alors, mais je vais vous présenter, en fait, qu'est-ce que ça fait si on enregistre l'activité du colliculus. Ok. Et ça a été enregistré à ce son-là. Da. Da. C'est un son de synthèse qui est utilisé, donc les gens ils vont écouter ce son un certain nombre de fois. D'ailleurs, les pauvres sujets l'ont écouté, pour tout vous dire, 6000 fois. Da, 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 comme ça, c'est très intéressant, mais souvent la recherche utilise des protocoles qui ne sont pas forcément très écologiques. Donc le sujet en même temps il est content que ça soit rapide, parce que si on fait 1 da par seconde, ça fait quand même 2 heures de manip, donc il vaut mieux que ça soit un peu rapide. Et donc on va recueillir une réponse qui est intéressante parce qu'elle ressemble un tout petit peu au son. Vous avez entendu, on reconnaît la voyelle, pas forcément la consonne. Le 1, ok, il fait quelque chose comme ça. Et donc là, on peut utiliser cette propriété pour aller voir comment d'autres sons sont représentés en fonction de nombre d'années de pratique de la musique. Okay. Donc ici, dans cette étude-là, c'est des sons en fait qui sont des sons complexes. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la représentation ici, qui est une représentation spectrale, mais vous savez quand même que dans un son, il y a plusieurs sons. Je fais pa, ok, pa, tous les harmoniques, ok. Ça, vous savez qu'il y a des harmoniques dans un son. Sinon, ça s'appelle des sons purs. Donc, dans chaque son, il y a plusieurs sons. Donc là, ils ont présenté un son qui est complexe et qui a plusieurs harmoniques. Okay. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va aller chercher dans le cerveau des individus comment ces harmoniques qui sont représentées. Okay. Donc, plus la réponse est forte, plus ce pic est fort, mieux les harmoniques sont représentées. Okay. Ça veut dire que leur colliculus, il traite mieux l'information. Et ici, c'est un peu un résumé, en gros, de tous les pics qui sont résumés ici. Donc, on voit que les gens qui, au cours de leur enfance, des jeunes adultes qui, au cours de leur enfance, n'ont pas fait de la musique, ils ont, on appelle ça un rapport s'il y a un bruit, mais on va dire une réponse d'un certain niveau, mais qui est bien inférieure aux gens qui, eux, ils ont eu entre 1 et 5 ans de musique dans leur enfance. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté entre-temps. C'était des jeunes adultes. Et ben, ceux qui ont eu entre 6 et 11 ans, ben, c'est encore meilleur, etc. Si on continue, ceux qui n'ont jamais arrêté, ça c'est encore meilleur. Donc là, ça répond un peu à la question très importante dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que le fait de faire quelque chose pendant l'enfance
en sachant qu'après on va s'arrêter, peut avoir un impact. Et là, la réponse est oui. En tout cas, sur le système auditif, les personnes qui ont eu une pratique entre 1 et 5 ans de pratique musicale pendant leur enfance auront un système auditif qui sera plus performant quand ils auront 25 ans. Okay. Là, c'est encore plus intéressant, cette étude. C'est toujours avec la même approche, donc on est toujours dans le système auditif, et on va mesurer toujours au niveau du colliculus comment cette petite région va reproduire un son en fonction qu'il y ait du bruit ou pas. Alors, le point du bruit est un problème qui dans notre société est très développé, mais c'était à l'époque des Romains aussi, hein, il y avait du bruit. Il ne faut pas se leurrer. Mais dans une classe, en fait, dans une salle de classe, il y a beaucoup de bruit. C'est très gênant pour les élèves qui entendent mal, par exemple, pour les malentendants. Et pour d'autres pathologies, sans doute aussi, mais on ignore encore un certain nombre de choses. Et le bruit est très gênant d'ailleurs aussi pour les étrangers. Si vous parlez assez bien anglais, vous dites ah ouais, yeah, I speak very well English. Et après vous allez en Angleterre et vous êtes dans un bar et quelqu'un qui est en train de vous parler, mais alors vous comprenez absolument rien. Voilà. Et moi c'est ce qui m'est arrivé ici en France pendant 10 ans. Je faisais du sport, voilà, c'est pour ça que je me blesse de temps en temps. Et dans la douche, les gens ils faisaient des blagues, tout le monde est mort de rire, moi comme ça je comprenais absolument rien. Pourtant je parlais français, donc le bruit a aussi son effet. Et donc ici, ils ont étudié, donc le même son est présenté dans une condition de silence ou alors dans une condition de bruit. Donc ici, on a les musiciens. Vous voyez, quand on va rajouter du bruit, la réponse du système nerveux va être la même, quasiment la même, un peu plus petite, voilà, mais presque la même. Ici, les non-musiciens, en fait, ont une réponse qui est bien dégradée. On peut le résumer ici aussi. On voit que quand on va rajouter du bruit, le niveau de la réponse chez les musiciens reste à peu près le même, alors que chez les non-musiciens, ça s'est dégradé. Ce qui veut dire que le système, en fait, chez les musiciens, il va mieux représenter l'information, mais il va être un peu plus futé, d'une certaine manière. Il va être capable d'éliminer, de filtrer l'information qui est pas pertinente. Okay, donc, le musicien arrive à mettre en place une espèce de filtre qui débarrasse de ce qui est pas bon pour lui à ce moment-là. Il y a une autre question qui est aussi très débattue, qui est la question de nature and nurture, donc de l'origine de tous ces effets. Est-ce que c'est qu'on est né comme ça, ou est-ce que c'est l'effet de la pratique? Parce que dans la comparaison musicien aux musicien, souvent les gens vont dire « Ah oui, mais toi tu es musicien parce qu'au départ tu avais du talent. Toi tu as l'oreille musicienne. » Voilà, ça plein de fois on entend ces discours-là. « Oui, tu as de la chance d'avoir fait la musique. » De la chance. Moi je travaillais pour devenir musicien. Je travaillais comme tout le monde travaille pour devenir bon élève ou pour devenir un professionnel dans n'importe quelle profession. Et ça, c'est une question, donc comment la science peut répondre à ce genre de questions? En fait, il y a deux façons de faire. C'est des questions qui sont difficiles parce que c'est une attaque importante, et en même temps, le scientifique, il faut qu'il se rende à l'évidence, c'est-à-dire, ouais, il faut que je puisse te démontrer que c'est pas parce que ces gens-là ont un gène de musiciens, mais c'est parce qu'ils ont travaillé. Donc, comment on peut faire ça? Donc, une façon de faire, c'est de montrer qu'en réalité, il y a un lien entre les effets qu'on va trouver et l'âge de début ou éventuellement le nombre d'années de pratique. Donc si j'arrive à montrer, comme ici dans cette image, qu'il y a un lien entre l'âge du début et le fait au niveau du cortex auditif, ici, produit par un son donné, ben, je peux me dire, ben, tiens là c'est vraiment quelque chose, il y a une corrélation donc, entre ceux qui vont d'une part commencer le plus jeune, donc ça, il peut y avoir aussi cette idée que si on commence jeune, il y a certaines choses qu'on peut apprendre mieux jeune que si on commence plus âgé. Il y a aussi un facteur confondu qui est important, parce que si j'ai commencé jeune, ben à 30 ans, j'aurai plus d'années de musique. Donc les deux choses sont un peu liées. C'est-à-dire si on prend quelqu'un qui a commencé à 6 ans, on le teste à 30 ans, et on le compare à quelqu'un qui a commencé à 15 ans, et on le teste à 30 ans. Ben, celui qui a commencé à 15 ans, c'est vrai qu'il a commencé plus tard. Donc peut-être que son cerveau était moins plastique, mais aussi il a fait que 15 ans de musique, alors que l'autre a commencé à 6 ans, il aura fait 24 ans. Donc c'est un peu difficile de dissocier, mais en tout cas, ces deux messages-là vont dans un sens qui est de dire c'est la pratique qui compte. Donc le plus d'années de pratique tu auras, le plus de modifications dans le cerveau on va observer, et ça, la plupart des études dans le domaine des neurosciences montrent que c'est le cas. Okay. Bien évidemment, il peut y avoir, et à la toute fin je viendrai là-dessus un tout petit peu, il y a des différences génétiques. Okay. Mais d'une manière générale, ça c'est un message important à garder. Donc, travailler.
il y a aussi il peut y avoir un côté sombre donc, de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire, ça veut dire pour aller côté sombre, c'est-à-dire si on en fait trop, c'est pas bon non plus. Donc ça, attention les étudiants, ça c'est un point intéressant pour argumenter avec vos professeurs si vous font trop travailler. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Non, ça c'est les choses qu'il ne faut pas dire, hein. Désolé pour le professeur. Qu'est-ce qui se passe en fait ici? Il s'agit de musiciens professionnels donc, qui sont dans une situation de stress importante pour les concerts, etc. Donc il y a aussi une sorte de pression psychologique importante. Et des gens qui travaillent dans ce stress-là, okay, qui travaillent 8 heures, 10 heures par jour. Et là, on va avoir de troubles neurologiques qui sont dus en fait à la chose suivante. En fait, ce qui se passe, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai parlé de somatotopie, ça veut dire que chaque doigt est représenté à un endroit du cortex, un endroit précis, le signe oméga inversé. Donc à chaque endroit de signe oméga, il y a, on va dire, un doigt qui est représenté à peu près. Mais si la représentation du doigt est grossie, et grossie, et grossie, à un moment donné, il n'y a plus la place. C'est-à-dire que le doigt, l'index, il va se retrouver dans le même espace du majeur, etc. Et le majeur va se retrouver dans le même espace du médian, et le médian du petit doigt, etc. Le pouce aussi. Donc il va y avoir un espèce de chevauchement, et tous les doigts, ils vont en fait être représentés sur des zones qui sont partagées entre eux. Ils vont se retrouver en compétition. C'est-à-dire que si je donne le message « bouge l'index », ben, il y a l'autre qui va bouger aussi. Donc là, ça va devenir très compliqué. Donc on a un espèce d'effet pervers d'une pratique intensive trop importante. Et comme vous voyez ici, on va se retrouver avec un espèce de centre de gravité des doigts de la main, qui on appelle ça dystonique, qui est le même. Donc tout le monde a voulu occuper le même espace avec des très grosses représentations de chacun de ses doigts. Ce qui crée un handicap clair pour le musicien. Ça implique d'arrêter de jouer pendant un certain temps et de réentraîner le cerveau à s'organiser. Voilà. Donc on va venir vers des choses un peu plus compliquées. Jusqu'à là, je vous ai parlé des sorties, système moteur, des entrées, système auditif, mais le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. En fait, le cerveau, la vision qu'on a, neurosciences maintenant du cerveau, c'est une vision de réseau. Okay, c'est un réseau. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que les différentes parties du cerveau sont connectées entre elles. Donc bien sûr, les neurones, je vous ai dit, ils sont connectés entre eux, avec chacun des synapses. Et les différentes régions aussi, sur une autre échelle, et vont être connectées aussi par des faisceaux, par la matière blanche en fait, par des fascicules, on peut les appeler comme on veut. Et donc là, c'est juste une représentation des connexions du système auditif avec le reste du cerveau. Donc vous voyez déjà que le cortex auditif, à lui tout seul, il va se connecter avec des régions qui sont quand même, qui sont parfois très éloignées, à des dizaines de centimètres, okay, et qui lui permettent d'avoir ces modes de fonctionnement en réseau. Okay. Donc la vision qu'on a en neurosciences, ce n'est plus d'étudier, c'est de moins en moins en tout cas d'étudier une seule aire cérébrale, mais c'est d'étudier le cerveau dans son ensemble comme un système complexe. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais les mathématiques et la physique d'aujourd'hui et les moyens de calcul nous permettent de faire ça, alors qu'il y a 20 ans, ça n'aurait été pas possible. Donc là aussi, au niveau des connexions, voilà, ça c'était pour vous donner juste un exemple d'une image en fait de la connectivité, okay, de la substance blanche là, elle est comme ça. Et donc au niveau de ces faisceaux aussi, on pourra observer des différences induites par la pratique de la musique. Okay. Donc certains faisceaux qui permettent la communication par exemple du système auditif avec le système moteur, qui est très importante pour les musiciens, vont être affectés par la pratique de la musique. Alors voilà. On va passer à la partie transfert d'apprentissage. Alors, parce que jusqu'ici, en réalité, je vous ai dit, ok, le fait de pratiquer la musique, ça va affecter des régions qui sont importantes pour la musique, en gros. Okay, donc la main, pour jouer, pour bouger les doigts, le système auditif, pour percevoir des différences de son, la qualité du timbre, etc. Mais jusqu'à là, pas d'extraordinaire. Okay, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est une partie de la communauté, on s'intéresse à autre chose, à dire, est-ce que ces effets de la pratique de la musique peuvent se généraliser aussi à d'autres fonctions cognitives
tel que par exemple le langage. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire est-ce que la pratique de la musique va influencer notre façon de percevoir la parole, et éventuellement de parler et de comprendre le langage. Okay. Pour ça, donc voilà, c'est ça l'idée. Donc on a le langage, on a des fonctions langagères qui sont bien entretenues, bien développées chez la plupart des individus, en tout cas normaux, sans pathologie, et les fonctions musicales qui ne sont pas toujours bien entretenues. Okay. Il y a des gens dans notre société qui ne jouent pas. Ça existe, c'est pas un péché. C'est pas anormal, en tout cas, de ne pas jouer. Et là, on va développer des fonctions musicales, un tout petit peu, par exemple, ici. Et bien, on va voir que la partie commune entre langage et musique est surtout foncée. Qu'est-ce que ça veut dire foncée? Ça veut dire qu'ici, on peut imaginer que cette partie qui est partagée entre musique et langage, ces fonctions-là, elles vont être améliorées. Donc, le langage, il va bénéficier, lui aussi, de la partie de la musique. Et donc là, on est tout à fait dans ce que j'appelle l'approche comparative. L'approche comparative, en fait, est la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, quand on s'intéresse au cerveau, on s'intéresse à un objet qui est beaucoup trop compliqué pour être observé d'un seul point de vue. Okay. Si j'observe quelque chose d'un seul point de vue, c'est assez difficile de se faire une représentation de ça. Bon, vous pouvez vous faire peut-être une idée de ce que c'est, cet objet. Si je mets un autre point de vue, c'est un peu plus simple, comme ça, de se faire une idée de ce que c'est. Ok, c'est quoi? Une épaule. L'épaule de qui? Elle a qui cette épaule? Donc, elle est à qui l'épaule? Au David, voilà. Et le David, il est grand combien? Il est petit, il est grand? Là, il est grand, il est petit? Il est comme ça, David. Ok. Donc, et ça, c'est juste une statue. Une statue, c'est un objet 3D. C'est rien. C'est facile, la 3D. Rien n'est plus simple, la 3D. Le cerveau, c'est un objet multidimensionnel. C'est une complexité extrême. On a vu des centaines de milliards de neurones, des connexions qui changent dans le temps. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aborder tout simplement avec un seul point de vue. Okay. Et donc, ça veut dire ça, l'approche comparative. Ça veut dire tourner autour d'un objet et essayer de lancer, de le tester avec plusieurs façons. Voilà. Les protocoles qu'on fait en neurosciences cognitives, c'est ça. En gros, on va tester comment le cerveau va répondre à différentes situations. Et pourquoi c'est important, en fait? Pourquoi c'est important? En fait, il y a plusieurs raisons. Imaginez, en fait, et c'est ce qu'ont fait les chercheurs en neurosciences pendant longtemps, sont intéressés au langage. Le langage est une fonction très importante. Tout le monde s'intéresse au langage, parce que si on ne parle pas, on est bien embêté. Et donc les gens se sont intéressés au langage, et donc ils se sont dit, tiens, s'il y a une lésion de cette aire-là, cet individu, qu'on va appeler aphasique, il ne va plus parler. Donc, cette aire, en fait, elle sert au langage. Mais cet individu a été testé seulement avec des tests de langage. Donc, en fait, tout ce que vous pourrez sortir de cet individu comme conclusion scientifique, c'est qu'il a un trouble du langage. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé des tests linguistiques. Vous n'avez aucune idée s'il a d'autres déficits. Et par contre, à force de le tester sur le langage, vous allez renforcer votre représentation, votre idée que cet individu, il a un trouble du langage, ce qui est vrai, et aussi la fausse idée que cette zone-là est le trait du langage. Ça, vous n'en savez rien si elle est le trait du langage. Okay? Parce qu'il y a plein de raisons pour qu'une voiture ne marche pas. Okay? Elle ne peut pas marcher parce qu'il y a un pneu crevé, un autre pneu, il y a un problème de moteur, il y a une banane dans le tuyau d'échappement, j'en sais rien. Voilà, il peut y avoir plein de raisons, donc vous savez pas trop en fait comment ça marche la voiture d'une certaine manière. Et ça, c'est la même chose pour le cerveau. Et donc vous allez créer du coup une théorie là-dessus en disant tiens, il y a cette aire-là, cette aire, l'aire des Broca par exemple, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est une aire dans le cortex préfrontal, dans l'hémisphère gauche, et le traite du langage. Donc, il y a des aires qui sont spécifiques à des fonctions cérébrales. Okay. Et donc, si ces aires sont spécifiques à des fonctions cérébrales, elles sont déterminées génétiquement. Hein, parce que le cerveau, c'est un organisme biologique, donc il y a bien de lois biologiques qui font que cette aire de Broca, et c'est spécialiste pour le langage, et donc ça doit être déterminé quelque part dans quelques gènes. Donc vous voyez, ça va très très loin, votre théorie. Okay. Et ça dit, donc, le langage est une fonction qui est indépendante des autres fonctions, parce qu'elle peut être lésée spécifiquement, sélectivement, par une lésion cérébrale, à un endroit précis,
en préservant les autres fonctions que vous n'avez pas testées. Parce que bien sûr, vous êtes bien préservé de les tester. Parce que vous vous en foutez, en fait, des autres fonctions. Si la personne ne parle pas, c'est grave, mais si quelqu'un ne joue pas, ne sait plus chanter, c'est moins grave, effectivement. Donc vous avez aussi, d'une certaine manière, raison de ne pas aller tester ça. Mais néanmoins, vous avez construit une théorie qui devient très très forte, c'est la théorie de Chomsky, là. Donc il dit, en gros, sur la base de ça, le langage est une fonction qui est indépendante de toutes les autres fonctions cognitives. Okay, et c'est génétiquement déterminé. Donc il n'y a pas d'apprentissage. Okay, il y avait les deux grandes écoles, les deux grands géants Skinner qui disaient le cerveau c'est une tabula rasa, il n'y a rien, tout est appris. Et Chomsky qui le détruit, qui le démonte, qui le massacre avec des données de neurologie en disant non, 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 le langage c'est inné. Et on peut avoir un autre point de vue sur le langage qui est de dire le langage est une fonction émergente d'autres propriétés cognitives, d'autres fonctions cognitives plus élémentaires. Et donc ces fonctions plus élémentaires, elles sont partagées à travers d'autres domaines. Par exemple, le langage pourrait partager des choses avec la musique. Donc ça, c'est le point de vue théorique. On a aussi des répercussions neuroscientifiques parce que si vous vous intéressez à qu'est-ce que fait cette aire de Broca, si vous testez seulement avec le langage, vous allez avoir comme réponse seulement elle traite du langage. Si le jour où vous allez tester avec une tâche musicale et vous voyez que tous ces patients-là, ils ont aussi un déficit dans votre tâche musicale, vous allez vous dire, mince, mais alors, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette aire de Broca? Elle ne fait pas vraiment elle fait pas que du langage, elle ne fait pas que la musique. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est quelque chose qui est commun aux deux. Donc il faut revoir votre théorie, il faut revoir du coup cette opération qui est faite par cette aire. Et ça a des répercussions aussi dans la pédagogie, dans la thérapeutique, parce que bien évidemment, si vous avez la posture de Chomsky qui dit le langage indépendant de toutes les autres fonctions cognitives, ben, vous allez vous dire, ben, si j'ai un problème du langage, vu qu'il est indépendant du reste, il faut que je le traite par le langage, bien évidemment. Okay, si vous, par contre, vous avez une vision plus le langage comme une propriété émergente, vous allez pouvoir dire peut-être qu'un trouble du langage va pouvoir le traiter par des moyens différents. Par exemple, par la musique aussi, parce que dans la musique, il y aurait éventuellement ces éléments clés qui seraient déficitaires de le langage. Et en fait, le problème de tout ça est que souvent, on a une vision qui est un peu monolithique. Moi, je n'ai pas une vision monolithique parce que j'ai passé toute mon enfance dans les Dolomites. Et donc, les Dolomites, c'est comme on voit à droite. Ici, c'est plein de petites montagnes. Donc, on voit, en fait, c'est un panorama qui est complexe. Mais si quelqu'un a peut-être passé toute son enfance dans un monolithe, ben lui, peut-être qu'il aura cette vision-là. Et en tout cas, pour les fonctions cognitives, il y a eu, de moins en moins maintenant, mais il y a eu une vision qui est un peu monolithique, de dire, tiens, on va traiter le langage comme une fonction unique, okay, et la musique comme une fonction unique. Et donc, il y a eu ce grand débat, le langage à gauche, la musique à droite, voilà, n'importe quoi, oubliez tout ça. Okay, c'est plus vrai, c'est complètement faux. Mais ça, c'était dû à cette vision de dire, il y a quelque chose comme le langage qui est traité par le cerveau. Mais en fait, le langage, c'est énormément de choses. Qu'est-ce que c'est le langage? Il faut décomposer en opération plus simple. Okay, et donc là, la décomposition, en fait, la décomposition, elle est faite comment? Ben, tout est là, en fait. La clé, en neurosciences cognitives, je dirais, ça c'est un message qui est peut-être un peu compliqué, mais la clé est dans comment vous vous représentez une fonction. Donc, vous voulez étudier le langage, ok? Dites, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a dans le langage? Bon, vous allez lire des bouquins sur le langage. Donc, ils vont vous dire, dans le langage, il y a la phonologie qui décrit les différents sons, la phonétique qui est plutôt un peu le côté acoustique de comment le peu, le te, le que, ils sont différents les uns des autres. Il y a la syntaxe, donc la grammaire qui est si difficile en français. Et il y a le sens, bien évidemment. Okay, il y a d'autres choses. Et tous ces niveaux seront décrits par des linguistes. Et bien évidemment, les linguistes, ils s'intéressent au langage. Donc, ils auront, eux, créé tout un ensemble de labels qui sont spécifiques au langage. Et vous allez regarder du côté de la musique, vous allez trouver tous les musicologues, eux, ils auront décrit l'harmonie, la mélodie, la métrique, etc. Et en fait, vous n'allez pas trouver des mêmes labels. Vous n'allez pas avoir les mêmes représentations en fait, de deux. Vous aurez l'impression que musique et langage, si vous regardez juste de livres de linguistique ou de musicologie, sont deux mondes complètement différents. Okay, et c'est là où il faut arriver à se forcer, à être un peu créatif, et c'est là où les sciences cognitives ont fait l'effort, en fait, de se dire, mais non, mais en fait, on peut voir les choses autrement. Okay, donc le langage et la musique, par exemple, partagent tous ces genres d'opérations-là, donc analyser du son, okay, reconnaître un son, l'identifier,
créer une structure temporelle, donc ça, c'est important pour percevoir une phrase, pour percevoir une mélodie. Extraire des règles, ça c'est la grammaire, mais et l'harmonie aussi nécessitent toutes les deux de savoir extraire des règles, de les mémoriser, de les apprendre, de générer de nouvelles mélodies, générer de nouvelles phrases. Moi, je suis en train de générer une nouvelle phrase depuis le début, que je parle là, j'en ai un peu marre. Hein. Mais vous êtes tous capables de générer de nouvelles phrases. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous générez des phrases. Et les enfants, ils sont très très forts pour générer de nouvelles mélodies. Okay, les adultes sont un peu plus coincés. Si je vous demande maintenant, inventez-moi une mélodie, ça va être chaud, hein, je pense. On ne va pas essayer. Mais les enfants, ils sont super pour ça. Donc il y a une capacité de générativité, on appelle ça, ce que Chomsky disait, ça c'est le langage, la propriété de générativité. En fait, la musique, pareil. Okay. On a besoin de diriger l'attention vers quelque chose, donc vous dirigez l'attention vers moi, d'une certaine manière, mais vous n'allez pas tout sélectionner, tout ce que je raconte, parce que je suis très bavard, donc je parle beaucoup, mais je ne dis pas grand-chose d'intéressant, donc vous allez chunker des petits bouts, dire ah oui, ça c'est intéressant, ça j'oublie, maintenant je parle avec mon pote, ah là ça a l'air intéressant, là j'ai tout à fait. Okay, donc on sélectionne l'information, et après, ce qu'on fait aussi dans la musique et dans le langage, on interagit, on communique. Ça, c'est super important, la communication. Okay, on a deux systèmes de communication. Donc, vu comme ça, presque, je peux vous vendre musique et langage, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Alors que vu à l'ancienne, entre guillemets, avec l'autre type de représentation, avec syntaxe d'un côté, harmonie de l'autre, mélodie d'un côté, phonologie de l'autre, sémantique d'un côté, sémiotique de l'autre, bon, sémiotique, ça fait des mots compliqués, mais peu importe, mais ça fait des trucs qui sont complètement différents, et là, je vous montre ça, mais en fait c'est pareil. Okay, mais il faut choisir son corps. Moi, j'ai choisi le... Là, c'est pour donner quelques exemples, du coup, de liens, en fait, qu'il y a au niveau cérébral, comment l'information langagère et l'information musicale est traitée. Et ça, encore une fois, alors on ne voit pas super bien sur cette image-là, mais c'est pas très grave, je vais vous montrer juste l'image d'en bas. Ici, c'est un cerveau, donc reconstruit, et j'ai projeté sur ce cerveau, avec un code couleur, en fait, l'activité métabolique du cerveau lorsque on entend, en fait, lorsqu'on entend soit des phrases, soit quelqu'un qui chante, des vocalises, comme ça, ou soit quelqu'un qui chante des mots. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette région, ça encore, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de faire passer un message qui est compliqué, qui est un message c'est difficile d'interpréter les données, qu'on peut deux fois les interpréter comme on a envie de le faire. Alors là, on peut interpréter ça de deux façons différentes. On peut dire, imaginez que je mets un seuil ici. Okay, je mets un seuil ici, je cache tout le reste. Ça veut dire, je dis, ah, cette air-là, elle répond seulement à quoi? Ah, au mot chanté. Je peux faire ça. Le scientifique, il peut faire ça. Je dis, ben, je calcule la différence entre lui et lui, il me reste juste ça. Et lui, je ne le vois plus. Il a disparu. Donc je dis, ben, cet air important pour le mot chanté. Ou alors je peux faire aussi, je peux prendre le vocalise et dire, je fais vocalise versus le mot parlé, je calcule la différence, lui, je ne le vois plus. Si je fais juste, je regarde juste les différences inter-effets, je ne vois plus l'essentiel. C'est comme si on regarde juste les différences entre deux personnes. T'es comme ci, t'es comme ça. Mais regardons l'individu. D'abord, comment tu es, toi, et comment je suis, moi. Et ensuite, on va éventuellement étudier les différences. Ne pas juste regarder les différences. Hein. C'est ça n'a aucun intérêt. Okay, et dans la science, malheureusement, pour raison de simplicité, souvent, on va dire, non, c'est trop compliqué de regarder. Ça prend trop de temps, donc on va juste faire la différence. On fait ce qu'on appelle des statistiques. Et on dit, bah, qui est le plus fort? Celui, c'est le plus fort, donc l'autre, on l'ignore. L'autre, s'en fout. Okay, et donc, on va interpréter, éventuellement, on va pouvoir interpréter et dire, tiens, mais cette partie-là du cerveau, tiens, elle est à droite, et bien elle est spécifique aux vocalises et aux chansons. Okay, juste parce qu'il y a un signal qui est plus fort. Mais en réalité, on voit très bien que cette aire, elle est aussi impliquée dans la parole. Et donc, c'est ce qui se passe quand on va regarder d'une manière un peu plus précise dans le cerveau, on va se rendre compte qu'il n'y a pas cette dichotomie de à gauche, c'est le langage, à droite, c'est la musique, etc. Mais il y a différents aires qui vont se spécialiser un peu plus pour un certain paramètre, discriminer les sons du langage, discriminer la hauteur de son en musique, ou discriminer le rythme, etc. Et donc c'est ça qui devient très important. J'aime bien cette étude. Cette étude, en fait, sur un niveau assez... Donc là, qu'est-ce que je montrais? Je montrais
qu'il y a des réseaux qui sont communs. Donc ça, c'était juste un exemple, mais il y a une littérature qui est énorme et qui montre qu'il y a énormément de réseaux qui sont communs à musique et langage, à différents niveaux. Donc, tout ce qui est la perception de rythme d'un côté, la phonologie de l'autre. Donc, on a décomposé, on ne parle plus de musique et langage, donc on le traite comme une approche dolomitique. On le décompose en fonctions plus simples et on va comparer ces fonctions simples et on va s'apercevoir que souvent, ils sont impliqués. Là, il y a une animation toujours qui me fait cette blague. Des réseaux qui sont communs. Maintenant, à partir du moment où je me dis les réseaux sont communs, à ce moment-là, je vais reprendre mon approche et dire tiens, et le musicien, lui. Parce que si c'est commun, le musicien, lui, va travailler pas mal de temps sur la musique, et donc ça devrait avoir un impact sur ses compétences langagères. Et donc c'est là où je vais vous montrer quelques résultats sur des compétences langagères qui sont assez intéressantes. Donc il y a là, je vous ai déjà montré au niveau donc, du traitement du colliculus, donc de l'entrée du système auditif, donc ça va avoir un impact sur toute la chaîne. Mais là, on est sur des compétences beaucoup plus sophistiquées, qui sont des compétences de calcul de probabilité. Il faut savoir qu'une façon de décrire le cerveau, aujourd'hui, on parle du cerveau bayésien. Bayes, c'était un pasteur anglais qui avait travaillé sur les probabilités. Et les probabilités d'occurrence, en fait, quelle est la probabilité à partir que j'ai à partir d'un certain événement, X par exemple, d'avoir un autre événement Y. S'il y a des nuages, quelle est la probabilité qu'il pleuve? Okay. Bon, je sais pas, on peut l'estimer, 30%, ça dépend. S'il n'y a pas de nuages, quelle est la probabilité qu'il pleuve? Bon, 0, sauf s'il y a quelqu'un qui nous envoie un seau sur la tête, mais bon, sinon ça ne pleut pas. Okay. Donc ça, c'est les probabilités transitionnelles qu'on peut calculer dans le langage, qui sont très importantes, parce que les enfants, ils vont apprendre comme ça la langue, en calculant ces probabilités. Donc le cerveau, c'est une machine qui calcule des probabilités. Donc comment ça se passe? Par exemple, un bébé, il va naître, okay, vous le mettez dans le berceau, et tout le monde va défiler à la maison. Et dit « Oh, le joli bébé !» Et après, il y a quelqu'un qui arrive et dit « Oh, la jolie maison ! Oh, la jolie maman ! Oh, la jolie fleur !» etc. Qu'on le promène dans le parc, etc. Et donc, lui va entendre « Joli, joli, joli truc, joli machin, joli bidule !» Et donc, il va se dire « Joli !» C'est un truc, là. Jo, chaque fois il y a jo, il y a li. Donc, joli. Okay. Donc il va calculer les probabilités. Quand il y a jo, il y a souvent li, et donc il va dire joli, et il va le segmenter dans le flux de parole. Parce que dans oh le joli bébé, il n'y a pas oh le joli bébé. On ne va pas parler comme ça, on ne va pas mettre des barrières entre les mots quand on parle. Donc l'enfant, comme il ne sait pas écrire et qu'il ne sait pas lire, le bébé, il faut bien qu'il trouve une autre astuce pour séparer les mots. Et donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est souvent pour ça qu'on dit, quand quelqu'un part dans un pays étranger, on dit « Oh là là, comme ils parlent vite les Italiens, oh, comme ils parlent vite les Espagnols », parce qu'en fait, ils ne comprennent rien. Et donc, on est sur le débit syllabique, ok? Et si mi metto a parlare italiano, nessuno capisce assolutamente nulla. Et vous avez l'impression que je parle comme ça. Et en fait, non, si mi metto a parlare italiano, nessuno capisce nulla. Mais en réalité, il y a des mots là-dedans que vous n'avez pas pu segmenter, ok? Et en français, moi, quand je suis arrivé en France, je ne comprenais absolument rien. Et pareil, j'étais au niveau de la syllabe. J'étais au niveau de la syllabe. Ça va vite au niveau de la syllabe. J'étais au niveau de la syllabe. C'est ça le niveau de la syllabe. Alors que là, j'étais au niveau de la syllabe. C'est comme ça que vous segmentez. Souvent, l'article, il va avec le mot, etc. Donc, ça monte comme ça. Donc, tout ça pour dire que cette propriété est très importante dans la phase d'apprentissage de la parole. Okay, pour le bébé et dans l'apprentissage d'une langue étrangère pour un adulte aussi. Et donc là, on a étudié comment des adultes, musiciens, et nos musiciens, en fait, je ne veux pas rentrer forcément dans les détails des figures d'en haut, là, en haut, c'est plutôt de l'électrophysiologie. On montre qu'il y a des réponses différentes, plus importantes chez les musiciens que chez nos musiciens, quand on va faire des tests sur des langages artificiels comme ça. Donc on va créer des langues nouvelles, comme vous avez vu tout à l'heure, bipuda, pilou, puda, etc. On va manipuler les probabilités transitionnelles. Et on a fait ça chez des enfants. Alors ça, c'est la deuxième façon de répondre à la question nature and nurture, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc est-ce que c'est la génétique ou pas. Donc ça, la deuxième façon, elle est très puissante, plus puissante que la corrélation que je vous montrais tout à l'heure, le nombre d'années de pratique, machin, sur le musicien, déjà un effet plus grand, blabla, ok? Vous vous en souvenez. Là, on va prendre des enfants, on va aller dans une école, et on prend des enfants, on coupe en deux le groupe, et on dit, vous allez suivre des cours de musique, vous allez suivre des cours de peinture. Personne n'est d'accord, on dit, ah, s'en fout. C'est nous qui décidons, c'est comme ça, c'est pas vous.
c'est le chercheur qui décide, et tant pis pour les parents qui ne sont pas d'accord. Et comme c'est offert, les gens ils ne vont pas se plaindre en général. Et donc on va les tester avec ces tests, bipouda, pilopouda, pilou, toudi, touda, et après on leur dit c'est bipoula, c'était un mot ou non? Bon, et donc au départ, les enfants vont être complètement au hasard, donc ils vont répondre à 50%, ils ne savent pas si c'est un mot, si c'est pas un mot. Et vous voyez que les enfants qui ont fait la musique, au bout d'un an, ben, ils arrivent mieux, et au bout de 2 ans, ben, ils arrivent plutôt quand même pas trop mal. Alors que les enfants qui, eux, n'ont pas fait de musique, ils vont continuer à avoir une difficulté sur un langage qu'ici on avait construit pour faire en sorte d'être particulièrement difficile. Donc c'est-à-dire on va faire vraiment un truc vraiment très très dur à apprendre. Okay, un peu le chinois de la situation. Okay, et tout ça, c'est appris, c'est un langage qu'on apprend en 5 minutes. Vous avez 5, vous écoutez, et après on vous dit, c'était ça? Oui, non. Bon, c'est dur. Hein. Et même quand c'est bien fait, c'est enregistré, c'est synthétisé à l'ordinateur, donc tout ça, ça fait correctement. Et donc là, en fait, la seule façon pour ces enfants, c'est d'extraire les probabilités transitionnelles, donc de faire usage des statistiques. Donc on voit que la pratique de la musique, elle a un impact là-dessus. Allez, 10 minutes encore. Sur la vision du cerveau comme un système oscillatoire, et aussi sur le lien qu'il y a toujours entre la musique et cette propriété du cerveau comme un système oscillatoire. Donc je vais commencer par vous montrer une vidéo qui va peut-être vous réveiller. En méditation. Ne vous endormez pas, hein, c'est un peu hypnotisant. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle de synchronisation, donc de entrainment en anglais. Et en fait, qu'on retrouve aussi, donc c'est un phénomène physique qu'on voyait, ces métronomes, ils arrivent à se synchroniser si on leur laisse la possibilité de communiquer entre eux. Un peu, c'est ça l'idée. Quand ils sont sur la planchette posés sur la table, ça ne communique pas. Dès qu'on met 2 canettes de bière, il faut bien de la bière, attention, mais vide, donc il faut la boire avant, si on veut essayer. Ça ne marche pas avec le coca. Dès qu'on leur permet, comme ici, dans cette espèce de maquette, de communiquer, ça veut dire que chaque fois qu'il y en a un qui va osciller, ben, il va impulser, donner une petite impulsion à la planchette qui va être transmise et donc à l'autre, parce que c'est un système qui va pouvoir bouger. Et le cerveau, en fait, c'est un système de métronomes, en réalité, qui sont connectés entre eux. Donc la connexion, elles sont faites par les axones et par les synapses. Okay, donc ce qui veut dire que si un système, si une partie du cerveau se met à osciller à une certaine fréquence, ben, il va induire ces oscillations, il va les communiquer aussi au reste du cerveau. Okay, et donc ça, c'est la vision sur laquelle on travaille nous actuellement, en sachant que c'est un système complexe, donc il n'y a pas juste une oscillation simple, il y a des multiples oscillations, donc il y a des oscillations qui sont plus lentes, d'autres qui sont plus rapides. Souvent, vous avez entendu parler du rythme alpha. Souvent, les gens ils ont entendu parler du rythme alpha, okay, c'est autour de 10 Hz.
Il y a le bêta, le gamma, les neurologues se sont amusés à utiliser les lettres de l'alphabet grec pour trouver différents rythmes. Et en fait, ce rythme, ils sont un tout petit peu enchâssés d'une manière un peu compliquée entre eux. Mais ce qui est important, c'est que pour le cerveau, ses propriétés rythmiques et la communication entre les différentes régions est très importante. Et la musique, par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va nécessiter une capacité de synchronisation qui est beaucoup plus élevée que la plupart d'autres activités, en fait. Et donc ça, en gros, la musique, elle va travailler sur une propriété du cerveau, qui est la propriété des synchronisations, des populations neuronales, éventuellement, aussi. Et parce qu'elle aura besoin d'une synchronie à la milliseconde près. Donc être musicien, ça veut dire être hyper précis dans le temps. Dans la parole, dans d'autres activités, on n'a pas besoin d'être très précis. On est à peu près précis. Quand on interagit avec quelqu'un, on dit ça va, ça va. On va dire ça va, ça va. Ça va, dans les deux sens, il n'y a pas trop de soucis. Et en plus, dans la parole, on ne peut pas trop parler au même temps, voilà, sauf au Sénat. Mais... Donc la musique va être très exigeante sur les aspects temporels. Et donc, ce qui est important à savoir aussi, c'est par exemple par rapport à la parole, parce qu'on va rester simple sur la parole, je vais terminer avec dans quelques minutes. Quand vous m'écoutez parler, j'ai parlé tout à l'heure des syllabes, du flux syllabique, et quand vous m'écoutez parler, en fait, votre système auditif, il va osciller comme ça. Il va s'entraîner, vous allez tous tomber dans un état d'hypnose maintenant, etc. Okay, mais en réalité, c'est vraiment ce qui se passe. Okay, ce n'est pas un état d'hypnose, mais votre cortex auditif, il va se caler sur ma structure rythmique de ma parole. Okay, la parole a une structure rythmique. Okay, et c'est cette structure rythmique que le cerveau va essayer d'anticiper. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça c'est peut-être pour les élèves plus forts, mais dans le signal de phase, vous pouvez prédire le futur de votre signal, si vous avez la phase de votre signal et la fréquence. Okay, ça, vous allez en discuter, mais vous pouvez imaginer que j'ai ce signal ici, qui est aussi à cette fréquence, je connais sa phase, et en fait, je peux prédire où il sera ici, où il sera ici. Donc, ça va être utile pour moi d'anticiper, en fait. Donc, tout ce qui est l'information de phase, l'information oscillatoire, c'est une façon d'anticiper. Okay, et c'est ce que le musicien, il fait toujours. Il est toujours en train d'anticiper le temps suivant. Et ce que vous êtes en train de faire quand vous m'écoutez, vous êtes toujours en train d'anticiper ce que je vais dire. Okay, vous espérez que bientôt ça s'arrête, voilà, etc. Donc, vous êtes toujours dans l'anticipation de ce qu'on dit dans une discussion. Donc ça, la propriété d'anticipation est très importante et elle s'est fait comme ça. Elle s'est fait avec des modèles oscillatoires qui vous permettent de prédire d'une certaine manière, de prédire dans le temps ce qui va se passer. Et donc les musiciens, eh bien, ils sont meilleurs, là aussi, dans la prédiction temporelle à différents types de fréquences. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Et ça a un impact sur les compétences langagères. Et donc ça nous a permis, nous, de faire des études qui ont montré que si on utilise la musique et surtout les aspects rythmiques de la musique pour stimuler le langage, on peut faciliter la perception sur des enfants qui ont des troubles du langage. Donc ça a été montré sur plusieurs populations avec plusieurs types d'études. Donc on a travaillé avec les enfants malentendants. Okay, donc plutôt que de leur faire écouter une phrase, on va faire écouter cette phrase, mais la phrase elle est précédée aussi par un rythme qui imite la phrase. Okay, je vais vous faire écouter un exemple. Un enfant qui est sympa. Alors si je le retrouve, hop là. Ça marche. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc l'enfant, il doit répondre une phrase, et quand la phrase est précédée par un rythme qui lui ressemble, en fait, il arrive à mieux la reproduire. Donc il arrive à mieux la percevoir. Et ça a été montré aussi pour d'autres types de compétences, chez des enfants dysphasiques ici, ou des enfants donc dyslexiques ou dysphasiques, voilà, sur des compétences plutôt d'ordre grammatical. Encore une fois, on va stimuler ces enfants avec un rythme, et ce rythme, eh bien, il va mettre le système en oscillation, il va permettre en fait au système auditif de mieux se connecter avec le système moteur, donc il va d'une certaine manière mettre de l'huile dans le rouage, et dès que l'enfant doit faire une tâche grammaticale, ben, le système il est déjà d'une certaine manière déjà amorcé. Et donc l'enfant il va être plus performant lorsqu'il va faire une tâche grammaticale après avoir écouté un rythme régulier par rapport à un rythme irrégulier. Okay. Et pour finir, on a travaillé aussi sur des compétences qui nous intéressent beaucoup ces derniers temps,
qui sont les compétences d'interaction, toujours chez les enfants malentendants. Et là aussi, on s'est aperçu que, donc là, on a mis en place un jeu avec un ordinateur où l'enfant il doit dénommer des images avec un ordinateur, un partenaire virtuel. Ça, c'est ludique pour le gamin. Et on se rend compte que l'interaction de l'enfant, elle s'améliore après seulement 30 minutes de pratique de musique versus une séance d'orthophonie qu'on utilise chaque fois. Il faut avoir toujours une comparaison, okay, en termes de comparaison. On ne peut pas tester, sinon on utilise ce qu'on appelle l'effet Mozart. Hein. Et est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'effet Mozart ici dans la salle? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu l'effet Mozart. Pas beaucoup. Mais l'effet Mozart, c'est un effet qui a eu un succès incroyable aux États-Unis. Il disait, si vous écoutez 20 minutes de musique de Mozart, vous allez être plus intelligent. Music makes you smarter. Et donc, c'était devenu tellement populaire qu'un gouverneur de je ne sais plus quel État a mis une somme faramineuse pour que tous les bébés qui naissent puissent avoir un CD avec la musique de Mozart en espérant que ça rend plus intelligent. Bon, vous voyez les résultats aux États-Unis, ça n'a pas trop marché. Et en fait, ce qui était le défaut incroyable de cette entreprise, c'était incroyable. Donc ils ont comparé un groupe d'enfants qui faisait 15 minutes, qui écoutaient pendant 15 minutes Mozart, et ensuite test de quotient d'intelligence. Okay, vous connaissez le test de quotient d'intelligence. Et l'autre groupe d'enfants, ben, eux, ils s'emmerdent pendant un quart d'heure dans une autre pièce. Comme ça, ok? C'est des jeunes en plus, c'est pas des enfants, c'était 18 ans, voilà. Des jeunes, hein, comme ça. En silence. Comme ça, et ben on teste le QI, comme ça. Ben, ils ont dit, ah, la musique, ça a un effet extraordinaire. C'était banal, c'était publié sur la revue Science, la revue la plus importante au monde, okay, pour dire les scientifiques qui font parfois des conneries, il faut dire. Et donc là, c'est pour ça que je dis, il faut toujours avoir un terme de comparaison dans la science. Donc on va comparer ici les enfants malentendants, après quoi? Une séance de musique, et on ne va pas les comparer avec attendre à la pièce un quart d'heure, s'il te plaît, tais-toi. Donc non, on leur fait un autre type d'entraînement. Et ici, on a une hypothèse qui est forte, qui est sur le rythme. Et donc on a vu qu'effectivement, on arrive à améliorer, d'une part, leurs compétences d'interaction avec ce partenaire virtuel. Donc ça veut dire qu'après, il faut espérer aussi que donc ça c'est une courte durée, hein, c'est juste une demi-heure de séance. On peut faire l'hypothèse qu'une demi-heure de séance de musique aura un impact peut-être d'une heure. Okay, nous, on le teste juste après. Donc, mais l'idée, c'est de dire, encore une fois, si après on fait plusieurs séances de musique, par exemple, pendant quelques années, ben, ça va avoir un effet bénéfique pour eux. Donc ça les facilite dans la production et aussi dans la discrimination de son. Ça, c'est toujours pour montrer. On a une espèce de normalisation de réponse cérébrale. Ici, c'est les enfants malentendants, donc à gauche, à droite. Ici, c'est après l'entraînement rythmique. Vous voyez que ça ressemble beaucoup plus aux enfants malentendants. La réponse, les deux réponses ici. Voilà, donc j'arrive à la fin. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a dit le cerveau a un organe qui est malléable, donc c'est la notion de plasticité. On a des capacités adaptatives, des organisations qui sont extraordinaires, qui sont aussi très rapides. On a vu, c'est important, la notion de rapidité. Et les musiciens sont de bons exemples pour plusieurs raisons de plasticité cérébrale. Et cette plasticité qui est induite par la pratique de la musique va bien au-delà des fonctions qui sont spécifiques à la musique. Okay? Stricto sensu. Donc, parce que ça n'existe plus, les fonctions qui sont spécifiques à la musique, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Okay? Mais pour la plupart des gens, oui. Donc, mais il faut rentrer dans cette idée-là. Ce qui veut dire qu'on peut envisager la pratique de la musique comme une visée thérapeutique dans les troubles du langage, et bien sûr aussi utiliser la musique dans un parcours éducatif, parce que la musique va développer, ça je n'en ai pas parlé, ça fait partie de quelques slides que j'ai un peu sauté, mais des choses très importantes dont je n'ai pas parlé, il y en a deux qui sont très importantes. Une, c'est le système émotionnel, donc la régulation, l'homéostasie du système émotionnel. L'importance de la musique, ça on la voit par exemple chez les jeunes, là, la musique, il y a des âges où la musique joue un rôle très important, c'est des âges où le système émotionnel il bouge aussi pas mal. Voilà, et c'est important, par exemple, aussi quand la maman elle va chanter au bébé, au changement de la couche, l'enfant il pleure, la maman il va chanter des berces, ça existe dans toutes les cultures, ça. Et donc, l'autre chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est reliée aux émotions, c'est plutôt les aspects d'interaction sociale à haut niveau, c'est-à-dire la qualité de l'interaction sociale. Donc là, on a aussi montré que des enfants, si on leur fait faire des activités de musique, ils vont vouloir interagir et aider plus un autre enfant avec qui ils auraient joué, ou un adulte avec qui ils auraient joué par rapport à quelqu'un avec qui ils n'auraient pas fait de la musique, mais fait une autre type d'activité. C'est-à-dire que la musique, encore une fois, grâce à
cette nécessité de synchroniser en fait les ondes cérébrales. C'est vraiment ce qu'on doit faire, hein. C'est pas de la télépathie. Deux musiciens, ils vont synchroniser leurs ondes cérébrales de plusieurs aires du cerveau. On doit forcément se synchroniser. Et donc ce type de synchronisation va jusqu'aux aires émotionnelles, et ce qui permet du coup une qualité de l'interaction plus importante. Donc, là, par rapport à ça, il n'y a pas encore énormément d'études en neuroimagerie, c'est plutôt des études de psychologie sociale qui sont faites, qui sont réalisées, surtout chez les enfants. Mais donc il y a sans doute des études à venir. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'étais un peu long. Donc merci beaucoup.